On se retrouve en direct sur CNews avec Patrick Devedjian. Bonsoir. On va attendre votre réaction dans un instant. Mais d'abord, avec Sandra Buisson, on va refaire un point sur ce qui s'est passé cet après-midi sur les Champs-Élysées, cette tentative d'attentat déjoué. Qu'est-ce que vous avez comme nouvelles informations, Sandra, à l'heure où on se parle ? On en sait plus sur les papiers qui ont été retrouvés, soit sur cet homme, soit dans la voiture qui a pris feu, puisque selon des sources policières, cet homme, donc les papiers de cet homme indiquent un homme français d'une trentaine d'années, fiché S, donc sûreté de l'État, donc qui était vraisemblablement dans le viseur des services antiterroristes. C'est peut-être pour ça que Gérard Collomb a dit que ces projets de loi sur l'état d'urgence et sur la loi antiterroriste auraient permis de suivre, permettraient de continuer à suivre ce genre d'individus. Cet homme a d'abord tenté de mettre le feu à sa voiture avant d'aller percuter un fourgon de gendarmerie et c'est ensuite donc le véhicule a pris feu. Il y a probablement eu une explosion suite à l'incendie. Cet homme serait décédé donc de l'incendie qu'il a provoqué, peut-être des fumées, peut-être des brûlures, mais pas de l'intervention des forces de l'ordre à son encontre. Les gendarmes visés qui ont eux-mêmes sorti l'homme de sa voiture. Ce qu'on a retrouvé dans cette voiture, 2 armes de poing, une kalachnikov, une bonbonne de gaz, mais sans éléments déclencheurs, beaucoup de munitions et un élément qui aurait permis de faire une explosion, vraisemblablement de l'essence, mais pas un explosif en tant que TATP par exemple, et aucun élément dispositif reliant tous ces éléments les uns aux autres, ce qui pose une question notamment qui a fourni ces armes. Il va falloir s'orienter très rapidement sur la recherche d'un éventuel complice. Effectivement, Sandra, donc peut-être que les gendarmes qui ont porté secours à cet automobiliste ne savaient même pas qu'ils étaient attaqués ou qu'il y avait de l'explosif dans la voiture. Hein. On est dans ce cas de figure-là. Oui, parce qu'ils sont en fait, ils étaient tous dans le même sens de circulation. Ils descendaient les Champs-Élysées, cet escadron, et c'était une voiture qui les dépasse et qui vient les percuter. Le premier réflexe, effectivement, une voiture brûle, c'est de sortir la personne. Après, peut-être ont-ils vu assez rapidement ce qu'il y avait à l'intérieur de la voiture et qu'il n'a pas fallu s'en approcher trop parce qu'effectivement, une bonbonne de gaz dans une voiture en feu avec des armes et des munitions, c'est très dangereux. Mais le ministre de l'Intérieur s'est rendu auprès des gendarmes visés. Merci beaucoup, Sandra Buisson, pour toutes ces précisions. Patrick Devedjian, une réaction à cet attentat déjoué sur les Champs-Élysées, évidemment avec toute la série d'attentats qui ont endeuillé l'Angleterre. Bien entendu, il y en aura d'autres, parce que c'est très difficile d'assurer une sécurité totale. Je pense d'ailleurs que les fichiers S, bien entendu, des gens préconisent des mesures radicales à l'égard de tous les fichiers S. L'expulsion, le Front National l'a il y en a 12 000. Il y en a 12 000. Et dans les fichiers S, il y a de tout. Il y a des gens qui sont éminemment suspects, puis des gens qui ont été dénoncés par leurs voisins parce qu'ils faisaient du bruit. Il y a quand même toutes sortes de gens dans les fichiers S et les services vous le diront. C'est donc assez difficilement contrôlable. En fait, le bon exemple, c'est l'État d'Israël qui a éduqué sa population et où toute la population participe à la sécurité. Ça commence à venir un peu en France, d'ailleurs. Mais là, on voit que ce sont les forces de l'ordre qui sont systématiquement visées dans les dernières attaques. Bien entendu. Et elles sont très professionnelles, je dois dire. Moi, j'admire la maîtrise avec laquelle elles interviennent. En plus, elles risquent leur vie. Mais les forces de l'ordre, quelle que soit leur qualité, ne peuvent pas, à elles toutes seules, garantir 100% de sécurité dans le pays. Sinon, on devient un pays complètement totalitaire. Et c'est ça, d'ailleurs, le risque avec toute cette série de lois d'urgence qui se succèdent les unes aux autres. Chaque fois qu'il y a un attentat, hop, on fait un nouveau texte pour serrer encore un petit peu plus. Justement. Mais en même temps, il y a toujours autant d'attentats. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, était il y a quelques instants sur les Champs-Élysées. Il a jugé qu'effectivement, cet attentat déjoué justifiait la loi de prolongation de l'état d'urgence qui sera présentée mercredi en Conseil des ministres, plus l'autre loi terroriste pour sortir de l'état d'urgence. Mais on dit ça à chaque fois. J'ai connu à la commission des lois une succession de lois définitives qui allaient régler, permettre et donner aux forces de l'ordre des moyens exceptionnels qui permettraient évidemment d'être garantis contre les attentats. 3 mois après, ou parfois moins, il y avait un nouvel attentat et hop, un nouveau texte arrivé en discussion. Donc ça n'est pas terminé, cette plaisanterie. Donc elle ne sert à rien, cette nouvelle loi terroriste? Je ne dis pas qu'elle ne sert à rien, mais je ne pense pas qu'elle va permettre de nous garantir contre les attentats. Malheureusement, nous sommes dans un monde, dans une situation... La première cause de ces attentats, c'est Daesh. Et il faut gagner la guerre au Proche-Orient. Et on n'en prend peut-être pas toujours tous les moyens.
L'autre information, elle est politique, Monsieur Devedjian, c'est Richard Ferrand qui va donc quitter le gouvernement à la demande expresse d'Emmanuel Macron. Le ministre de la Cohésion des Territoires va briguer la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une façon habile de le sortir du gouvernement alors qu'il était au cœur d'une polémique ? Indiscutablement, c'est une habileté politique. Mais ça, on n'est pas étonné parce que moi, ça, je dois reconnaître que M. Macron est d'une prodigieuse habileté politique. Cela dit, ça pose quand même quelques questions. La première, c'est que, en principe, dans le fonctionnement des institutions, c'est le Premier ministre qui présente son gouvernement au président de la République, qui éventuellement émet des objections ou des agréments et qui lui demande éventuellement de revoir sa copie. Enfin, évidemment, ça se passe auparavant au téléphone, donc il n'y a pas beaucoup d'anicroche. Mais en principe, dans nos institutions, c'est le Premier ministre qui présente son gouvernement. Là, on voit sans phare, d'ailleurs, il faut accorder cette qualité à M. Macron, c'est qu'il est transparent, c'est lui... Donc il enjambe son Premier ministre. C'est lui qui nomme les ministres. Mais là, on va encore un peu plus loin, une fois de plus, c'est que non seulement il compose le gouvernement, mais ensuite, à l'Assemblée nationale, en principe, ce sont les députés qui nomment leur président de groupe, en principe. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas le président de la République qui nommait le président de groupe. Alors, il lui demande de tenter de briguer, hein, effectivement. Il ne nomme pas président du groupe. Vous pensez qu'il ne sera pas désigné comme président du groupe, M. Ferrand ? Vous pensez que les députés doivent tout à Emmanuel Macron, donc feront absolument tout ce qu'il dit ? Oui, les députés doivent tout à Emmanuel Macron. Ils doivent surtout tout à Jacques Chirac et Lionel Jospin. Ah oui. C'est à eux deux qu'ils doivent tout ça, puisque c'est l'inversion du calendrier faite en 2002 qui fait que l'élection présidentielle donne lieu juste derrière aux élections législatives et qu'on a vu, à l'occasion de ces élections, des électeurs entrer dans le bureau de vote en disant « Je ne sais pas le nom du candidat de M. Macron, mais c'est pour lui que je vote et vous pouvez me dire lequel c'est. » Et c'est arrivé assez souvent. De même que les affiches officielles, je vois par exemple dans ma circonscription, les affiches officielles, sur la photo, il y a M. Macron comme s'il était candidat aux élections législatives et à côté le candidat de la France En Marche. Il y a un ticket qu'on élisait. Un mot de votre famille politique. Les Républicains. Oui. Elle est en mauvais état, ma famille politique. Effectivement, qui, quand même, avec un score aux législatives moins terrible que ce qui était escompté. Oui, enfin. Les deux tours. Oui. Mais néanmoins, avec une famille totalement fracturée entre ceux qui veulent être constructifs par rapport à Emmanuel Macron et ceux qui veulent s'opposer. Où est-ce que vous situez, vous ? Moi, où je me situe en désaccord fondamental avec ce qu'on appelle la droite dure. Qui a parfois quelques convergences avec le Front National. Je suis pour, au contraire, une ligne... je suis pour une ligne plus modérée. Là où je me situe. Laurent Wauquiez a des accointances avec l'extrême droite. Non, mais je dis que... Non, je ne l'accuse pas de ça. Je dis simplement que la ligne qui consiste à avoir une position politique qui souvent converge avec les positions du Front National, ça n'est pas la mienne. D'accord. Donc vous êtes plutôt constructif, vous êtes plutôt pour que Emmanuel Macron réussisse. Constructif, là non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire, vous m'excuserez, parce que j'ai toujours connu dans les oppositions des parlementaires qui votaient pour les textes de la majorité s'il leur paraissait bon. Et donc le vote dans l'intérêt du pays, quand des choses arrivent, par exemple, regardez, tous les textes sur l'état d'urgence ont été votés par la majorité comme pour l'opposition, donc tout le monde est constructif. Est-ce qu'il faut exclure du parti ceux qui voteront la confiance au gouvernement ? Non, il ne faut pas exclure, je ne crois pas, non. Est-ce que le parti Les Républicains va exploser ? Il peut exploser si il ne décide pas de prendre les moyens de sa reconstruction. Il faut dire qu'il a considérablement déçu parce qu'on a souvent attendu de lui des réformes importantes qui n'ont pas eu lieu. On a attendu de lui aussi un discours politique qui pouvait apparaître dans les élections présidentielles et puis qui s'est délité totalement à l'occasion de la candidature de François Fillon et de la suite, surtout, parce que le discours était inaudible. C'était sa faute, son immense faute à François Fillon, selon vous ? Non, il a été victime des circonstances, mais je ne lui jette pas la pierre. Mais peut-être il aurait pu prendre, lui, à un moment où les choses étaient vraiment critiques, la décision de se retirer pour sauver son camp. Qui va prendre la tête des Républicains à l'Assemblée nationale ? Christian Jacob, par exemple ?
Je ne sais pas, mais moi je souhaite aussi un renouvellement de génération. Parce que si on veut un renouvellement des comportements et des idées, il faut aussi un renouvellement de génération. Merci beaucoup Patrick Devedjian d'être venu ce soir sur CNews pour commenter l'actualité politique et l'actualité dans notre pays avec cette tentative d'attentat déjoué sur les Champs-Élysées. On va y revenir longuement dans un instant avec ces images, cette vidéo amateur effectivement du moment où la voiture a pris feu. On est quelques instants après effectivement cet accrochage, cette voiture qui vient télescoper un convoi de fourgons de gendarmerie. À tout de suite sur notre antenne.